va ouvrir pour être plus grand encore et on sera probablement à la rentrée, si tout se passe bien, le plus grand comédie club. Il ne faut jamais dire ça ne marchera jamais. Moi, on m'a toujours dit ça, c'est pas possible, il n'y a pas d'avenir pour ça. J'ai jamais écouté personne. Non, révélé, pas encore. Ça, c'est un scoop total. Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, comme d'habitude tu le sais, un invité exceptionnel, monsieur Aslem Smida, qui va se faire un plaisir de se présenter, puisque ça n'arrive pas souvent qu'on puisse te voir en vrai. Donc dis-nous tout. Merci déjà pour l'invitation. Plaisir. Et puis après, pour me présenter, ça va être assez simple. Je suis producteur, manager d'artistes. J'ai une salle de spectacle. Je suis directeur gérant d'un comedy club. Le nom The Joke. The Joke, ouais. Et puis, je suis directeur aussi d'une école de stand-up. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà un bon petit groupe d'entreprises. Alors, je vais mettre un petit peu de cadre, puisque les gens vont très rapidement se demander comment on peut se connaître. On n'est pas du tout du même monde, tu vois. Tu es plutôt côté artistique. Moi, je suis plutôt côté data, business, analyse, j'allais dire business plan, mais études de marché. Alors que dans ton secteur, il n'y a pas trop ça. C'est vrai que ça n'est pas la base. C'est pas la base. Ça n'est pas la base. C'est pas le méga projet. Donc, on s'est rencontrés dans les débuts de Baptiste, à savoir Baptiste Le Caplin. Voilà, j'ai pu échanger avec Baptiste qui prenait le temps de prendre les emails de chacun des participants à ces spectacles et qui a envoyé un petit message. On a échangé comme ça, on s'est liés d'amitié et puis j'ai pu rencontrer Aslem dans un second temps. Et pareil, il y a eu un bon petit feeling et c'est passé une petite pause d'à peu près. On a pris quelques news, 17 ans. Tout à fait. Et te voilà aujourd'hui. Sauf que maintenant, ça a beaucoup bougé. On est passé donc... Alors, je ne sais pas si à l'époque, c'était quoi le cadre de votre collaboration ? Un accompagnement, comment on peut dire ? En fait, à la base, c'était juste un ami à qui je donnais un coup de main. Et puis après, tout à fait. Et puis, moi, j'avais mon activité professionnelle de consultant. Et voilà, il s'agissait juste, en fait, de lui mettre un pied à l'étrier. Oui. Voilà, donc je lui faisais des retours sur ses textes. Je lui proposais quelques textes aussi. On a travaillé la mise en scène. Je lui ai donné quelques conseils de ce côté-là. Et puis après, voilà, on a trouvé une salle dans laquelle il allait pouvoir jouer son spectacle. Pour moi, mon rôle d'accompagnement s'arrêtait là. Sauf que lui, il n'a pas vu de cette manière et il m'a dit non, j'aimerais bien qu'on continue la collaboration. Et du coup, nous avons continué. Je l'ai produit. On était coproducteurs, lui et moi. Ouais. Donc, la première année, nous avons produit son spectacle. Donc, j'étais à la fois manager, producteur, auteur, co-auteur. Alors, tu nous expliques tout ça parce que pour beaucoup, moi le premier, tout ça, c'est un milieu assez opaque. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut générer de la trésor, on sait que ça va vivre des gens, on sait qu'il y a des producteurs, mais moi j'ai du mal par exemple à positionner ces gens-là. Qui fait quoi exactement ? On a l'artiste qui a son spectacle, qui fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il sait faire. Derrière, comment on trouve une salle, typiquement ? Comment on choisit d'aller jouer au théâtre des Debout à l'époque, ça s'appelait ? Alors c'était le théâtre Le Bout. Théâtre Le Bout, qui était un ancien pipe show d'ailleurs, il faisait beaucoup de... Le Bourron. Parce qu'il y avait Le Bourron et Le Bout Carré. Mais non. Mais si. Ah ok, je sais pas, c'était collé ? Alors, c'était pas collé, c'était à une rue d'intervalle. Okay. Mais il y avait le Bourron qui était sous forme arrondie. Ouais. Et il y avait le Bout carré qui était sous forme carré, quoi. Excellent. Tout à fait. Très simple. Tout à fait. Donc, comment on choisit, tu vois, par exemple, les salles ? Est-ce que tu peux toquer à n'importe quelle salle ? Demain, je vais à l'Olympia, je toque, je mets 20 000 balles sur la table et je peux jouer ? Comment ça se passe, tout ça ? Théoriquement, oui. D'accord, je peux louer ça comme n'importe quelle salle. Théoriquement, tu peux louer. Okay. Si tu as le contact de la personne et les noms, les adresses mail aujourd'hui sont faciles à trouver, etc. Okay. Tu dis, voilà, j'aimerais réserver l'Olympia. Et puis après, on te met sur une liste. Et puis voilà. Mais si une date est libre, tu la prends. Tu payes 50% à la signature et tu payes 50% 3 mois avant la représentation ou avant la date. Est terminé. Ok. Et la position du producteur, parce que tu en as parlé juste avant, et que tu as produit un spectacle, qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand tu produis ?
Alors, financier, c'est plus que financier. Il y a plusieurs choses. Ok. Pour qu'un spectacle puisse exister, il y a d'abord la base, c'est le texte. D'accord ? Donc, soit tu as l'inspiration, soit tu te fais aider par des co-auteurs. Le mieux, c'est quand même de travailler avec des gens parce que ça permet de faire du ping-pong, en fait. C'est difficile de sortir une vanne seul dans sa chambre et de se dire, tiens, c'est marrant. C'est très drôle. Ouais. Donc, c'est en faisant du ping-pong comme ça qu'on finit par trouver les trucs qui fonctionnent, on améliore en permanence, etc. Une fois qu'on a un texte, il faut savoir le vendre, il faut savoir le communiquer, et c'est là que la mise en scène intervient. Il faut arriver à sublimer le texte. Et donc, du coup, on apprend à créer des attentes, du suspense, à accélérer, à donner de l'intention aux mots et à l'idée que l'on essaye de faire, qu'on essaye de développer. Tout à fait. Après, il y a l'habillage qui est lié aussi à la mise en scène, mais tout l'habillage scénique, d'accord, les projos, la lumière, les éclairages, le son, etc. Une fois que le spectacle, lui, est inventé, on va dire, créé, il faut encore pouvoir le jouer. Et là, il faut approcher des salles. Et là, alors évidemment, la plupart du temps, le cheminement consiste à commencer par des petites salles qui sont peut-être aussi plus ouvertes, où il y a peut-être un accès plus facile. Et puis, vous allez là et puis vous réservez des créneaux, vous dites, voilà, j'aimerais bien jouer mon spectacle dans cette salle. Et les personnes qui sont en charge de la programmation dans la salle, c'est-à-dire c'est ceux qui choisissent les spectacles qui vont se jouer là-dedans, soit alors votre spectacle est dans la lignée de ce que l'on souhaite proposer, et à ce moment-là, un créneau est trouvé. Soit alors, le spectacle est dans un univers un petit peu différent. Tu proposes de la jonglerie dans une salle où on fait des one-man shows. Peut-être complexe. C'est compliqué, on te dit non. Il y a des auditions ? Souvent, les salles font des auditions, oui. Donc, j'imagine que tu ne joues pas devant salle comble ? Non, c'est dur. Tu joues devant 1, 2, 3 personnes. Ah, ton spectacle entier devant 3 personnes ? Tout à fait. Full ? Pas un extrait ? Non. Waouh ! Ça doit être Alors, après, il y en a qui font ça un peu plus à l'arrache. Je te dis, envoie-moi un extrait vidéo de ton spectacle. Sauf que le problème, c'est que si tu n'as jamais joué, si tu cherches ta première salle, d'accord, c'est comme ceux qui veulent entrer dans une boîte de nuit et à qui on dit c'est réservé aux habitués. Si je rentre pas une première fois, comment je m'habitue ? Voilà. Difficile, Donc, quand on n'a jamais fait une représentation, c'est difficile d'arriver avec un extrait pour convaincre une salle qui va te sélectionner sur la base d'une vidéo. Mais être percutant devant 3 personnes, c'est chaud aussi. C'est extrêmement difficile, surtout que là, tu sais plus que jamais que tu es jugé. Oh putain, tu es en déchéance. Oui, tu es analysé. On analyse ton entrée, on analyse ta sortie, on analyse comment tu bouges, on analyse comment tu articules, on analyse plein de choses. Ils se connectent à toi, les mecs, un peu ? C'est-à-dire que quand tu as des interactions, parce que de souvenir, Baptiste, il y a quand même quelques interactions avec le public, en tout cas au début, ça suit en phase ou tu te débrouilles ? Alors, durant les auditions ? Durant les auditions, Non, ça ne réagit pas. C'est parce que si tu bases une partie de ton humour, en tout cas, lui, il aimait bien à l'époque chauffer la salle avec ça, avec quand même un petit ping-pong, tu sors, tu rentres, tu reviens, tu repars, tu parles aux gens. Là, il n'y a rien, tu te débrouilles. Non, il n'y a rien. C'est violent. Non, c'est violent. C'est violent. Mais nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que je lui avais trouvé des petites salles où il pouvait venir jouer un extrait de son spectacle. Ce qui, aujourd'hui, est extrêmement banal puisque les comédie clubs sont faits pour ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de plateaux d'artistes et donc d'humoristes. Il y avait le Field, il y avait le Changeman. Je t'envoie des références d'anciens. C'est vieux ça. Ça, c'est les archives. Ça. Je t'envoie vraiment des vieux trucs. Le Changeman, le Field. Je suis jamais allé d'ailleurs au Field. Le Paname aussi, qui était déjà là, plus discret. Tout à fait. Très discret, qui a beaucoup muté. Avec l'évolution de l'humour en France. Ok, donc ça c'est sur la partie audition, prod ou autre. Donc, après, ça, généralement, ce qui se passe, c'est que
c'est que l'artiste, bon, une fois qu'il a trouvé la salle, encore faut-il qu'il arrive à financer. Parce que les salles prenaient... aujourd'hui, le système a un petit peu changé, mais les salles prenaient un minimum garanti. 150, 200, 250 euros par représentation. Par soir, donc, vous aviez sur des places qui allaient de 8 à 12 euros, il y avait 5, 6 euros pour la salle. Donc voilà, c'est extrêmement difficile. Et donc, il y a un moment où il faut payer les affiches, il faut payer la communication, il faut payer la salle, il faut payer... et puis il faut vivre, etc. Ça commence à tirer un peu. Et c'est là que c'est important de trouver un producteur. Le producteur, lui, son rôle, c'est de financer. D'accord ? Donc, le producteur développe le spectacle et il le développe en le finançant. Très simple. Voilà. Et puis, quand les choses évoluent et puis qu'elles évoluent dans le bon sens, des opportunités commencent à arriver. Et là, en général, ce sont les managers ou les agents d'artistes qui interviennent pour conseiller les artistes et leur dire « Ok, cette option, elle est bien, celle-là, elle est moins bien. » Ou bien, carrément, ils vont négocier les contrats, etc. Donc, tout ce côté un peu juridique, commercial, etc., parce que c'est extrêmement difficile de se vendre soi-même. Et donc, les artistes passent parfois par des managers, etc. Donc, ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la trajectoire théorique. En réalité, il n'y a pas deux trajectoires similaires. Baptiste a commencé par avoir un manager avant d'avoir un producteur. Donc, on voit bien que le circuit a été inversé. Puis, je l'ai coproduit au départ, et puis après, je me suis retiré. J'ai laissé la place à d'autres producteurs plus compétents que moi pour le faire, parce qu'à l'époque, j'avais absolument aucune notion, ni expérience, ni volonté même de devenir producteur. Ça me paraissait tellement complexe, et puis j'avais pas les économies qu'il fallait. Il faut avoir l'air insolite pour être producteur, hein, parce que c'est des paris en permanence. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est vraiment une capacité à décaisser finalement. L'argent a une place très importante quand tu es producteur. En général, les producteurs, sur l'aspect artistique, ils laissent volontiers le choix à l'artiste en lui disant « Ok, c'est ton spectacle, etc. Comment tu aimerais les choses ?» Mais derrière, il y a une partie contractuelle, tourner, monter les tournées et puis financer tout ça. C'est extrêmement cher. Il faut préfinancer. Ça, je l'ai entendu dans plusieurs, au moins dans une vidéo en rapport avec le fait de produire des artistes. Donc là, pour le coup, ça parlait de rappeurs. Et j'ai entendu qu'apparemment, quand tu faisais des Olympias ou des Zénith ou autres, il fallait préfinancer ta tournée. Absolument. Donc si tu fais, je dis oui, on fait 10 Zénith en France, tu préfinances 10 Zénith. Absolument. Ok. Ouais, absolument. Faut être solide, ouais. Là, moi, j'ai un artiste qui fait 2 Olympias en janvier prochain. Un artiste que je produis. Il y a la salle, elle est payée déjà 50%. En novembre, il y a les 50% suivants. Alors que on sera plusieurs mois avant encore. Ouais. On sera plusieurs mois avant. Et puis, la salle, elle est louée, mais vide, nue. C'est-à-dire pas de régie, pas de tech, pas de light. Pas de light, pas de technique, pas de personnel, rien. Tout ça, il faut payer. Ah, donc tu payes en plus et tu amènes des régisseurs. Tu ramènes, tu vas chercher à travers des boîtes des prestataires de services techniques. Tu loues des projecteurs, tu loues du matériel, etc. Non. Mais si. Les proches et tout, ils n'ont même pas ça sur place. Standard, quoi. Non, ils doivent avoir ça, mais ils te le facturent. Ok. D'accord. C'est fou, ça, c'est loué. Tu sais, quand tu penses location salle nue, typiquement pour un mariage, à aucun moment tu te dis, faut qu'on fasse attention aux lumières, peut-être qu'il n'y a pas. Tu vois, quand même, c'est la base d'une salle, c'est qu'on voit ce qu'il y a dedans. Vrai, tu vois. Mais là, non. Donc là, en tout cas, dans ce monde-là, il n'y a pas de lumière. Tu te débrouilles.
Dans les grandes salles, hein. Dans Ok. les grandes salles, c'est ça. Dans les cafés-théâtres, etc., évidemment, tu ramènes pas ton matériel. J'imagine. Les rideaux sont là, les tables, les chaises, tout est déjà installé. Mais plus ça monte et plus tu arrives dans un zénith, c'est nu. Mais le prix de la location, c'est un truc de malade. Un Zénith, C'est cher. c'est quoi? Donne une fourchette. C'est 100 000 euros, 200 000 euros, 400 000 euros. Non, il faut pas. C'est déjà, même si tu dis 100K, c'est énorme. Hein. Non. En général, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires avec un minimum garanti. Tu dois leur. Non, arrête. Ah, comment tu calcules ça? Genre Bah, sur ton c'est premier ça. Zénith, comment tu fais? Par exemple, ils te disent, OK, ça va être 10 000 euros Ouais. minimum, Ok. 10K minimum, ok. 10K, et on va prendre 13% de la recette. Ok, j'ai cru qu'ils voulaient calculer en fonction exclusivement de ce que tu gagnais, parce que tu peux pas Non. prépayer. Ok, d'accord. 13% de la recette. Donc, si tu as... Billetterie. Tu fais un zénith à 50 euros la place et puis Ouais. qu'il y a 5000 places, bah, ça fait 250 000 euros de recettes potentiellement. Et puis tu vas payer 13% sur les 250. Donc, ça va te faire à peu près 22, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait 32 500. 32 500, c'est ça. Ok. Donc voilà, ça c'est ce que peut te coûter un zénith. C'est impressionnant. Hein. Oui. Si tu dois en faire 10 de suite. Et l'Olympia, c'est plus cher que ça. Hein. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Il y a beaucoup moins de places. Mais attends, oui, je suis en train de c'est beaucoup capter plus- là. Mais oui. C'est plus grand le Zénith. Les Zéniths en général, c'est- c'est plus grand. Ah oui, ben l'Olympia, c'est 2000. Ah oui. 2000 places. C'est 2 fois moins. Plus. Enfin, encore. C'est. Et en plus, c'est plus cher. Mais oui. c'est en plein Paris et c'est une salle aussi qui est. mythique. C'est une salle mythique, ouais. C'est une salle mythique. Ok. Ça, c'est fou comme Donc- monde. Donc là, quand tu vois ce qu'il faut allonger, Ah, faut être prêt là. Hein. là, tu peux pas te louper. Hein. Et là, il n'y a pas de savant pas. Hein. Non, Tu te là, débrouilles, mon là, gars. tu veux pas te louper. Tu iras aller chercher à la main, mais il faudra la remplir, la salle. Bon, après, quand tu prends un truc comme ça, tu sais que tu peux remplir. T'espères. Et puis après, tu multiplies toutes ces avances, parce que ça, c'est pour une salle, Oui, c'est pour oui. une C'est ça qui est représentation. terrifiant. Et puis après, tu multiplies par le nombre de salles où tu vas, Ah ouais. faire passer l'artiste. Donc, il faut avoir, à un moment, les reins extrêmement solides, sachant que moi, derrière, par exemple, sur la représentation qui va avoir lieu en février, je ne récupérerai l'argent Que. que en février, voire en mars. Ok. Alors, attends, la représentation de février, tu récupères en La février. représentation est en janvier. Ok. Parce que tu as dit la représentation de février. Donc et après, tu as dit tu récupères en février. La Donc, janvier, représentation de mois janvier, d'après. tu récupéreras l'argent après, en février. Ah ouais. Mais entre-temps, tu as... c'est-à-dire que Ouais, la trésor est dehors. la trésor est totalement dehors. Mm. Moi, j'ai payé les 50% de l'Olympia en mars Ouais. pour une représentation qui va avoir lieu en janvier et des recettes que je vais récupérer en février. Ah ouais. L'argent, il dort. Et à la fin, tu te prends quand même tu te prends un petit plus 30 jours, tu sais, gratos. Absolument. À la fin, T'es absolument. en fin de course, on dit non, il reste 1 km. T'es fatigué là? Il reste juste 1 km seulement. c'est bon. Il faut... Et tu multiplies x 10 si tu fais 10 dates comme ça. Si tu fais 10 dates comme ça, tu multiplies pas. Ah, faut par être prêt. 10. Hein. Faut être prêt. Mais bon, après, j'imagine que tu fais pas ça direct avec le premier artiste. Tu prends ton temps. Tu fais rarement une tournée de 10 dates direct. Non, et puis si t'es pas trop bête, tu te lances pas directement sur un Olympia comme ça. Il y a d'autres manières aussi. Il y a des étapes Ouais. avant d'arriver. Il y a des stratégies, heureusement. Absolument, il y a des stratégies. Tu as vu le mec qui s'est autofinancé, qui a réussi à lever 250 000, 300 000 à la banque, qui vient de TikTok et qui a payé toutes ses salles comme ça, sur le non, pouce, le non. malade mental. Non. Il y a un gars qui a fait ça. Ok. Il y a un an, quelque chose comme ça. Mais comment Il a- comment il a obtenu l'argent? Il a réussi à lever une partie en love money, que Ok. dans son entourage, Ok. et une partie banque. 200 000. Les banques ont financé. Ouais, mais pas en. Je vais appeler ça comment ça s'appelle? Un prêt exotique. J'ai un pote au Canada qui fait ça. Il appelle ça exotique. Ça veut dire quoi? que c'est quand il empile les crédits à la conso. Pour arriver à une certaine somme. Oula! Ah oui, non, mais ça c'est. Full risque. Ah ouais, mais ça c'est n'importe Il quoi. a dit One Life. Il faut que je le fasse. C'est le truc qui me plaît. Boum, 200 000. Et il a réussi le con. Ah ben, chapeau, hein. Chapeau. Ça, franchement, Il faut, quand même. il faut du courage. Ah là. Il faut du courage. De toute façon, moi je pense que on ne peut pas être entrepreneur sans
sans prendre des risques et sans avoir le courage d'aller chercher l'impossible. Mais là, le risque se mesure quand même un minimum. Oui, Et il se gère, il se maîtrise, on peut en maîtriser une partie. ouais, tu peux doser quand même. Tu peux, Parce oui. que là, quand je te dis, j'ai juste un compte TikTok, je vais prendre 10 salles et on se verra, et je mets 200 000, faut être sûr. Hein. Il faut y croire. Il faut y croire. Faut y croire très fort. Et ça, je pense que c'est son mérite, hein, parce Ouais. qu'il y a cru. C'est beau, hein. Tu te lances pas dans une aventure comme ça sans y croire complètement. Je vais essayer de l'inviter, j'aimerais bien voir son histoire, ça pourrait être marrant. Mmh. Parce que c'est pas tout le monde qui ose faire ça. Hein. Tout à fait. Mais en même temps, dans ce nouveau monde de l'humour, parce que l'époque à laquelle on s'est rencontrés et maintenant, enfin l'humour, ça a complètement changé. Ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, je donne quelques bribes de ce dont je me rappelle de l'époque, en termes d'humour. Et puis, je pense que tu pourras apporter des éléments supplémentaires. À l'époque, tout le monde voulait pas faire de one man déjà. Il y avait de la place. C'est Même moi, vrai. j'aurais pu prendre le créneau juste après ou juste avant Baptiste, facile, je pense. Ça a été OK. Il y avait beaucoup moins de monde. Bah ouais, ça s'est vraiment popularisé à fond. Il y a deux choses qui ont contribué à ce que ça se popularise énormément. La première, déjà, c'est qu'il y avait moins de monde et c'était beaucoup moins accessible. Ouais. D'accord ? Donc, on savait que le chemin allait être particulièrement difficile et donc, les gens n'en rêvaient pas. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, grâce notamment aux réseaux sociaux qui font que finalement... ça devient beaucoup plus facile de faire de la com, de développer une communauté autour, de la mobiliser pour qu'elle vienne te voir à ton spectacle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et on était obligé de passer par des bannières publicitaires sur des sites de réservation ou des affiches sur le flanc des bus ou sur les stations de métro, etc. Mais c'était une communication qui était extrêmement chère. Ouais. Extrêmement chère. C'est toujours cher. Hein. C'est toujours cher, mais aujourd'hui, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ah non, ça, on en a pas Ça besoin. aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher de passer par les réseaux sociaux et de faire sa com directement. Voilà, et de pousser ta fanbase à se mobiliser pour toi. Oui, largement. J'avais regardé la dernière fois, là, juste pour me rappeler un petit peu. Et j'avais vu que dans un bus pas loin de chez moi, pour avoir une affichette, c'était 14 000 pour la semaine hors taxe. C'est En fait, un petit peu plus grand qu'une feuille A4. Quoi. Ouais. Pas à l'arrière, hein, à l'intérieur du bus. Incroyable, le prix. Enfin, moi, je trouve ça, par rapport à ce qu'on peut faire, à la précision qu'on peut aller chercher sur les réseaux, moi, c'est comme ça que j'ai développé mes boîtes, hein, en faisant de la publicité notamment. Enfin, jamais je mettrais 14 000 € dans une affiche statique dans un bus. Et puis tu n'es même pas sûr qu'elle va être identifiée. Alors on peut la voir sans la regarder, en fait. Ah oui. Enfin, ou plutôt on peut la regarder sans la voir. voir. Ben largement. Puis va vendre un spectacle d'humour sur du statique sans son. Sur une Non. c'est quand même compliqué. Hein. Ouais. Non, aujourd'hui ça a beaucoup changé et du coup d'abord la communication a beaucoup changé et le mode de production aujourd'hui a beaucoup changé. Puisque aujourd'hui il y a beaucoup de comédie clubs. Tout à l'heure, lorsque je te parlais du cheminement classique qui aujourd'hui n'a plus très cours en fait. Aujourd'hui, tu peux écrire seulement, tu as un sketch ou deux, tu as 5 ou 10 minutes, tu vas dans un comédie club, tu joues ton truc, et puis tu le rejoues, et puis tu reviens, et puis tu le rejoues le lendemain, une semaine plus tard, et puis tu changes de comédie club. Il y a des artistes qui font 2-3 comédie clubs dans la soirée. Okay. Donc, tu peux roder ton spectacle comme ça, étape par étape. Et par exemple, si tu veux arriver à avoir un spectacle d'1 heure, eh ben, tu fais des passages tu consolides 10 minutes par 10 minutes. Par tranche, tranche par tranche. Par tranche, voilà. Et puis tu te retrouves au bout d'une certaine échéance avec un spectacle qui est testé, le public a validé, tu sais ce qui marche, tu sais où vont être les rires, etc. Il y a 20 ans, c'était à l'aveugle. Tu écris ton spectacle et puis tu joues la première. Tu croises les doigts et tu serres les fesses. Et là, tu te dis, pourvu que ça marche,
Et là, tu as les chocottes. Aujourd'hui, non. Tu arrives, tu es quasiment anonyme dans le Comedy Club, tu fais ton truc. Si tu te foires, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu, puisque derrière, il y a d'autres humoristes qui vont arriver et puis qui vont faire oublier ton passage. Et puis, bon, mais tu repars en te disant, OK, cette vanne n'ont pas marché, je vais les réécrire, je vais les retravailler. Et tu reviens avec presque le même sketch, mais un peu mieux, etc. Donc, il y a une nouvelle façon de travailler le spectacle. Voilà. Après, ça amène aussi de nouveaux réflexes qui peuvent être, pour certains, je trouve, qui peuvent jouer contre l'intérêt des artistes. C'est-à-dire que ça amène une certaine paresse aussi. D'accord ? Parce qu'il y a cette espèce de confort dans lequel tu peux, avec 10 minutes de spectacle, surtout si ça marche. Tu prends ton shot, ton petit kiff, et puis tu vas dans le premier Comedy Club, puis tu enchaînes avec le deuxième, le troisième, etc. Et tu fais ça. Et tu fais des tours comme ça. Et puis tu as 10 minutes. Et voilà. Mais 10 minutes, ça ne fait pas un spectacle, ça ne fait pas une carrière. Mais dans ce monde éphémère, ça marche. Absolument. C'est long, 10 minutes pour les réseaux sociaux. C'est très long. Oui, surtout qu'il ne faut pas que ça dépasse 1 minute et demie sur les réseaux sociaux. Ah, ça, tu as 10 fois ce qu'il faut. Tu tiens. Je vais faire un pont entre ce que tu viens d'énoncer, la nouvelle méthode de travailler, et l'entrepreneuriat pour le coup. Les boîtes que j'ai pu monter il y a longtemps versus celles que je monte maintenant, tu vois, genre le mois dernier. Ce qui est intéressant, c'est que la stratégie a changé exactement comme l'humour. C'est-à-dire qu'à l'époque, que ce soit la tienne ou la mienne, même si c'était un petit peu plus vieux, il y avait ce côté opaque. C'est-à-dire on lance un truc, on ne sait pas. On verra bien. On a une idée, on part sur un concept, on va vendre des tasses oranges, on en commande 1000 et on vend direct. Et maintenant, pour le business, pour monter des business, c'est exactement l'inverse et ça suit parfaitement ce flow du mec qui teste. Aujourd'hui, tu as accès à tellement de data et à tellement d'outils que tu peux te permettre de faire un business que moi j'appelle coquille vide. C'est-à-dire c'est juste une page qui dit ce que tu vas vendre. Tu n'as pas de stock, pas de prestations, pas de personne, rien. Tu as juste une page et du texte dessus. Et grâce à ça, tu peux déjà avoir une liste d'attente de prospects potentiels. Et ensuite, tu peux contacter ces prospects. Donc, tu as carrément tes prospects avant même de leur vendre des trucs. Tu leur poses des questions et le produit, tu le composes avec eux. C'est quand même magnifique. C'est pratique, hein ? Oui, après, c'est comme tout business. Derrière, il faut voir quelle est la pérennité de ce genre de choses. Oui, tu peux lancer un business en 24 heures. Oui, tu peux faire du dropshipping sans pas besoin d'avoir de stock, etc. Mais à un moment, le vrai business, c'est le business qui dure. Ce n'est pas les opérations one shot. C'est beaucoup trop risqué, c'est beaucoup d'énergie déjà pour lancer quelque chose. Et puis s'il faut en permanence redémarrer, etc., à terme, ça n'est pas intéressant parce que ça devient trop aléatoire. Si tu fais du dropshipping, aujourd'hui, c'est les mugs qui marchent. Et puis tu t'aperçois à un moment que les mugs ne marchent plus, donc il faut que tu ailles chercher d'autres produits qui marchent. Et puis forcément, derrière, tu as des non, moi, je crois moyennement dans cette façon de faire Ah oui ? Ouais, j'y crois moyennement. Après, en fait, ça n'est pas que ça n'est pas une bonne façon. Il n'y a pas de bonne façon et de mauvaise façon. C'est juste que c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Ouais. Moi, je préfère passer du temps à réfléchir à une façon de faire du business qui, pour moi, doit partir de quelque chose qui n'est pas forcément la réussite financière, mais qui part de qu'est-ce que tu vas apporter aux autres. Quelle est la valeur ajoutée Quelle est ta valeur ajoutée, mais pas simplement en termes de produits. Quel est le service que tu rends aux gens? En quoi ce que tu vas faire va rendre les choses plus faciles ou plus agréables pour les gens? C'est ça qui fait que les gens consomment ou pas, etc. Après, si tu proposes juste un mug, est-ce que ça va changer la vie des gens? Parce que tu es resté sur le mug. Moi, je ne te parle pas du e-commerce. Non, j'ai donné un exemple. J'ai les mugs parce que j'ai pris comme exemple. Parce que c'est des
très Et beau tu mug. peux lancer de la prestat de service Ouais. comme ça. Moi, les boîtes que je lance, c'est de la prestat de service, c'est des trucs qui durent. Et pour Ouais. le coup, j'utilise à chaque fois ce canevas et tu gagnes beaucoup de temps. Parce que tu te rends compte que faire des tours de table avec des gens, finalement, vous êtes en train de débattre au travers de vos biais cognitifs, en fait. Tu vois ? Si je te parle d'un business et que tu me dis non, je pense que, c'est toi qui penses. Ou si moi, je suis convaincu que ça marche, c'est moi qui pense. Qui Ouais. choisit ? C'est nous ou c'est le marché ? Du coup, on n'a pas trop besoin de parler. Mieux vaut faire une page et apporter du trafic dessus, appeler les gens qui ont été intéressés, tu vas prendre le petit hameçon et leur dire, les gars, vous avez cliqué sur notre page qui vend une prestation de service qui consiste à laver vos canapés. Comment vous voyez les choses ? Pour vous, ça coûte combien ? Tu vois ? Plutôt que de débattre 200 ans, ouais, moi j'ai un canapé de 12 places, je pense que c'est 42 €. Ah non, moi j'ai un 2 places, je pense que c'est 18 €. Tu vois l'idée ? C'est ça en fait la vision. C'est essayer d'implémenter rapidement et de supprimer, parce que moi j'aime beaucoup les optimisations, je te montrerai quelques études de cas après, supprimer toutes les actions qui ne sont pas nécessaires. Et je me suis rendu compte de ça. C'est pareil pour les réunions. Moi dans mes boîtes, je fais aucune réunion depuis 30 minutes, ça sert à rien. Il y a forcément du biais cognitif et des gens qui vont amener leur science, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Quelle est la data ? C'est quoi le concret ? Soyez efficace dans ce que vous avez à dire. Tu vois l'idée ? Je vois l'idée. Je vois et l'idée. Ça n'a pas de rapport avec la qualité. Hein. Ça n'a rien à voir avec la qualité. Tu peux faire quelque chose de très bien, c'est juste que dans Starter, moi j'ai réussi à développer ce truc-là pour lancer vite. Et effectivement, en 2 jours, j'arrive à mettre un truc sur pied qui a un vrai retour. Et ça, c'est foufou, je trouve. Alors, écoute, c'est une façon de faire sur laquelle je vais m'abstenir de me prononcer puisque. Mais non, on peut partager. Non, mais bien sûr, non, on peut partager. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu me parles de quelque chose que je ne connais pas. Tu sais quoi ? On va faire un truc un peu exceptionnel. Je vais te montrer une page. Je vais juste te demander de ne pas lire le nom. Okay. Et je vais t'expliquer le concept et je vais faire en sorte que tout le monde comprenne sans dire le nom. Ok, ça marche. Ça, c'est une boîte en rapport avec l'immobilier. J'ai vu une vidéo YouTube et je me suis dit, oh, pas con ce qu'il fait le gars. Okay. Et je vais voir si je peux me positionner sur son marché. Okay. J'ai fait, donc au lieu d'appeler un associé, de voir avec qui je me connecte, tu vois, t'as compris le projet ? Oui. au lieu de voir avec qui je peux me connecter, je me dis, je vais déjà voir s'il y a une vraie demande. Je vais faire ça. Donc, je fais une simple page qui n'était pas celle-ci, ça c'est la version 2. Mais en substance, c'était pareil. Moins joli, moins travaillé, avec moins d'options. Mais en soi, il y avait aussi un petit formulaire. Je vais sur Google Ads, je lance de la publicité sur cette page que j'ai faite en 30 minutes, allez, et je mets 10 € par jour. Très rapidement, ça m'amène à ce cas de figure. C'est-à-dire qu'avec une automatisation, j'ai connecté la page à un tableau et force est de constater qu'il y a des gens qui rentrent en automatique. À ce moment-là, mon tableau, il ne ressemblait pas exactement à ça. Il ressemblait plutôt... Tu vois, il faut que j'enlève quelques... Admettons qu'il n'y avait pas autant de colonnes. Okay. Mais j'ai les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les mails. Okay. J'appelle les gars. Je dis, bonjour, monsieur Smina, je suis Julien de la société... Il n'y a pas vraiment de société, mais peu importe. C'est pas grave, tout est dans l'intonation, tu connais, au niveau au culot. Mais tu te rends compte que ça commence à ressembler à une arnaque. Non, parce que je vole... Si. Je ne vends rien. Je ne vends rien. Écoute, attends, je ne vends rien. Mon but, c'est de faire évoluer mon produit. Donc j'appelle, je dis oui, bonjour, c'est monsieur Toquet de la société... Vous avez laissé vos infos et dites-moi plus. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. La personne m'explique et plus elle m'explique, plus j'ajoute de colonnes et je me dis putain, j'avais pas pensé à ça. Je note. Et là, je me rends compte qu'il y a des sujets de... Bon, c'est de l'IMO, donc on peut en parler. Il y a des sujets de taxes foncières, il y a des sujets de crédit en cours, il y a des sujets de date de fin de crédit. Donc là, la personne m'aide à faire évoluer mon outil. Plutôt que d'avoir réfléchi tout seul et me dire, bon, si j'ai une conversation, quelle va... Non, là, t'appelles. Les gens, ils te disent directement. Et au bout de 4-5 appels, t'as un tableau qui est parfait, il y a tout dedans. Tu vois ? Et une fois que c'est bon et que t'as réussi ton premier dossier avec les photos du truc et que tu vois les offres que tu peux faire, qui sont beaucoup, beaucoup en dessous du marché, t'imagines, vu l'état, t'as compris ? Là, tu peux aller plus loin. Et là, j'en ai parlé avec un pote qui fait de l'IMO depuis 20 ans. Je lui ai proposé le projet. Il m'a dit, mais incroyable. Et voilà, et c'est parti. Et là, on fait une vraie boîte. Waouh. Parce que là tu visualises mieux, là, je pense. Oui, tu vois le gain de temps ? Ouais, mais plutôt que je lui dise et qu'il me dise racheter ça, mais jamais de la vie, c'est nul, mais qui va faire ça ? Et qu'il me balance à la gueule toutes ces suppositions. J'ai dit, attends, avant que tu me lances tes suppositions de ça marchera jamais, ou ça marchera peut-être, ou ça marchera beaucoup, laisse-moi faire la page, on verra. Non, je suis d'accord. Il faut jamais dire ça ne marchera jamais. Moi, on m'a toujours dit ça, c'est pas possible, il n'y a pas d'avenir pour ça, ça ne marchera pas, etc. Et j'ai jamais écouté personne. Okay. Donc, et je ne m'en porte pas plus mal. Mais là, on a une approche
toi et moi qui est très, très différente. Ouais. Moi, c'est inversement, je vais te dire un truc. Là, je lance bientôt une application Ouais. qui est destinée à faire connaître les artistes, les humoristes émergents, Ouais. et plus tard les musiciens émergents, etc. Donc c'est une forme de billetterie qui est très ciblée, on va dire. Et c'est un projet sur lequel je travaille depuis près de 7 ans. Ouais. 7 ans, avec des interruptions, etc. Et puis tu fais, et puis tu t'essouffles, et puis tu reprends, et puis la technologie a changé, donc tu redétruis, tu recommences, et puis tu t'affines. Tu vois, entre toi qui lance un projet en 7 heures et moi qui lance un projet en 7 ans, forcément, on ne se rencontre pas. Mais je trouve que c'est intéressant que tu vois une manière de faire. Je trouve ça sympa, tu vois. La manière est intelligente. La manière est intelligente dans la façon de construire, de répondre à un besoin. D'accord. Il y a de la qualité, hein. Tu vois. Alors, je sais pas, je n'ai pas. Non, mais tu les amènes où ils veulent. Leur but, c'est de vendre. Donc, c'est ça le projet. Mais moi, c'est ça, c'est cette partie-là où j'ai un peu plus de mal. Ouais. C'est-à-dire que tu démarres en disant je vais parler au nom d'une boîte, mais qui n'existe pas. Ouais. Donc, déjà, il y a un truc qui m'interpelle. Allez, si tu veux, c'est une sous-marque de ma boîte de conseil. Allez. De toute façon, Okay. Dans tous les cas, c'est dans mes statuts. Donc, voilà. OK. C'est pour le spectacle que je te l'ai présenté comme ça, mais si tu veux. Comme ça, c'est plus officiel. OK. Après, tu arrives avec une offre de service, sachant que ton produit n'est pas encore prêt. Et donc, tu arrives avec une offre de service en sachant que tu ne vas pas leur offrir ce service. J'arrive pas avec une offre. Je leur pose une question pour comprendre leur position, pour affiner mon service final. À aucun moment, tu ne leur dis c'est un questionnaire, c'est une étude de marché que je fais. Ah ben je pourrais. Je le fais pas tout le temps. Tu ne le fais pas. On rentre. Sans vouloir. Vas-y, t'inquiète. Non, mais sans vouloir rentrer dans les détails il faut réfléchir en même temps. De ton projet. Mais là, tu arrives en leur disant vous êtes dans cette situation. Vous êtes dans cette situation et moi, je vais répondre à votre attente. Nous, on a vocation à ça. Sauf que tu sais que tu ne vas jamais répondre. C'est faux, parce que regarde, juste derrière, pour le coup, je me suis associé et sur certains... De toute façon, dans tous les cas, admettons qu'on le fasse dans le sens que tu veux, tu peux pas tout acheter parce que tout n'est pas bien. Par contre, j'ai besoin d'échanger avec les gens pour améliorer mon projet. Dans tous les cas, tu peux pas tout acheter, c'est impossible. Et parce qu'il y a trop de choses, ça, tu serais choqué. Et parce que tout n'est pas intéressant. Il y a des gens qui... Oui, ça me paraît évident. Oui, il y a des gens qui arrivent avec des dossiers, je suis désolé, c'est pas intéressant. Ils en veulent trop, vu la configuration, c'est pas gérable. Ils sont beaucoup dans l'émotion, donc tu les laisses maturer. Donc en soi, tu sais, en finalité, dans tous les cas, tu peux pas tout bailler. Donc ça change rien, il n'y a pas de méchanceté, tu vois. Ça revient même. Non, j'ai pas dit qu'il y avait de la méchanceté. Je dis c'est couillu quand même. Il faut oser. Mais tu vois, le gain de temps, il est incroyable. Parce qu'en 2 jours, ça s'est lancé. Et je te dis pas 2 jours où je vais faire des nuits blanches. Hein. C'est 2 jours, je bosse tranquille, je fais autre chose à côté, quoi. Ça va. Et encore là, tu vois, pour la version 2, il y a un nouvel outil qui est sorti qui fait les pages en automatique. Tu mets 4 minutes à les sortir. C'est encore pire. Là, c'est encore pire. Et je trouve ça, moi, fabuleux d'être dans un monde où on peut avoir une idée de business et on envoie. On envoie direct. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de lancer du business. En revanche, moi, je reste là-dessus. Faire du business, c'est facile. Faire du business qui dure, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, mais je trouve que c'est encore plus compliqué si tu n'as pas les datas et si tu fais tout, si tu testes tout. Parce que si toi, demain, tu fais la même boîte, peut-être, ou une autre personne, peut-être qu'elle va te dire il faut que j'ouvre mes statuts, mes machins. Et dans 6 mois, on y est encore. Tu vois. Tout à fait. Là, tu as raison. Et puis, de toute façon, je vais te dire un truc. Moi, ma façon de faire n'est pas forcément la plus efficace. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que moi, j'ai développé l'ensemble de mes projets sur fonds propres. Ouais. Donc, quand c'est ton argent que tu es sans associé, donc à partir du moment où tu dépenses ton propre argent, etc., bon, tu ne te dis pas, OK, je vais mettre 100 000 ici, 200 000 là, et puis on verra. Inch'Allah, ça va marcher. On verra bien. Non. Donc, tu réfléchis à 10 fois avant de dépenser 10 € et voilà. Effectivement, donc... Et le coût aussi. Tu vois, en plus, ça a un nom. Ça s'appelle le bootstrapping. Il y a un livre entier sur ça. C'est une vraie méthode. Faire du bootstrap, c'est une vraie méthode. C'est agir comme si tu n'avais que 10-20 € devant toi. Du coup, ça te force à être efficace.
C'est un mindset, c'est un état d'esprit. Intéressant. j'espère que Je vais bien. creuser les. Je partage. Je vais creuser l'idée. Deuxième étude de cas très rapide. Ok. Tac. Événement business. Ok. Incapable de te dire à l'avance si on va remplir ou si on va pas remplir. Ok. Page, liste d'attente. Voilà, on fait une liste d'attente. On a une liste d'attente, on rappelle les gens. Est-ce que tu es intéressé? Nous ne connaissons pas le prix de cet événement, mais c'est dans 10 jours. Ok. Voilà. Et plusieurs cas de figure possibles. Là, on appelle les gens qui font partie de nos deux communautés pour le coup. Soit elles sont... on va réussir à trouver le bon prix parce qu'on va leur poser la question par rapport à la qualité du programme qui est en dessous. Mais en soi, la seule chose qui est faite pour l'instant, c'est une page et un programme. Même la salle, on ne l'a pas louée. On a prévenu la personne, celle qui gère la salle. Elle n'a pas de résa à ce moment-là. Donc, si on fait rien, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a rien. Donc, on ne s'amuse pas, tu sais, à prendre des résas partout et à tout annuler. On ne fait pas ça. Mais pour l'instant, on a mis 0. Tu vois, et on va payer pour le coup la salle avec la trésorerie qui sera générée par les gens qu'on aura en ligne. Et la qualité du programme le jour J, elle sera mortelle. Ok, t'arrives 2 jours avant, il n'y a plus de salle. T'arrives 2 jours avant, il n'y a plus de salle. C'est-à-dire, il n'y a plus de salle. Il n'y a pas la salle sur laquelle tu avais misé. Tu as réussi à engrainer 100 personnes. Bon, et puis tu n'arrives pas à trouver une salle de 100 personnes. Et puis les contrats sont pas signés. On a déjà la salle. Mais vous ne l'avez pas signé. Non, on ne l'a pas signé, mais il n'y a pas de résa. Je m'en suis assuré. Il n'y a pas de résa. Ils n'en ont pas. Et s'ils ont une réservation entre-temps? Ils nous préviennent. Ils nous préviennent. S'il y a ne serait-ce qu'une demande, ils nous préviennent. Ok, 48 heures avant, il y a une demande, ils préviennent. Ah, mais ça sera déjà payé, c'est bon, c'est réglé. On aura déjà pris les encaissements, on n'est pas fou non plus. Ah ouais. Tu vois, on va jusqu'au dernier délai, mais on n'est pas jusqu'à 10 heures avant à prendre l'argent en espèces à l'entrée, tu vois. Quand même, on assure un minimum, mais c'est juste pour te montrer qu'en articulant les choses d'une autre manière, t'as beaucoup moins de réflexion, tu vois. On fait quoi? Le programme, le machin, ouais. Aslem, j'ai vu que t'avais rempli la liste d'attente. T'as vu le programme, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, mais j'aime pas trop ça, là, fondamentaux, machin. J'ai pas compris. Hop, t'optimises. Et en fait, comme c'est que le même profil, t'optimises pour tout le monde. Tu vois un peu le compositing que tu peux faire? Et c'est même plus quali qu'un truc qu'on aurait inventé à 2, à 3 ou avec une réunion de 6 heures. Parce qu'on base ce qu'on propose sur les gens qui viennent vraiment. Et ça, c'est puissant, tu vois. Donc, c'est plus rapide, plus efficace. Et plus précis en plus. Aïe, quel combo! Écoute, moi je sais que je ne le ferai pas. Ça dépend, on sait jamais. Me lancer dans un truc comme ça en me disant je vais organiser une conférence ou un séminaire ou quelque chose du style sans avoir ma salle, mais je démarche les gens, j'ai pas mes intervenants, j'ai pas ma salle, j'ai pas mon truc, mais je vais attendre les 48 non, mais c'est toi qui as mis 48 heures. Moi, j'ai pas dit ça. Une semaine avant, c'est bon. Ou même une semaine avant. Ah, mais t'es un habitué des grandes salles, toi, évidemment. Tu projettes. Mais tellement pas. Moi, je travaille avec des artistes qui débutent et puis d'autres qui sont plus avancés. Donc, je travaille aussi bien avec les toutes petites salles qu'avec... d'ailleurs, la salle que je dirige, elle est toute petite. Hein. Ouais. Très jolie, par contre. Merci. Et donc waouh, cette façon de faire... Je comprends que ça puisse être surprenant, mais c'est super efficace. Et pour l'avoir fait sur plusieurs projets... Trop vieux pour ça. c'est trop exotique. Ouais, non. C'est trop exotique, ce que je peux comprendre. Mais en soi, quand tu utilises... Parce que je prends un malin plaisir à utiliser tous les outils qui sont récents et des méthodes qui sont récentes. Et du coup, voilà ce que tu peux faire. Je savais que j'allais te montrer ça et j'étais curieux de voir ta réaction. Bah écoute... Tu trouves pas ça fou, toi qui as traversé plusieurs époques comme moi? C'est fou, non? Sympa pour celui qui a traversé plusieurs époques. J'ai l'impression d'arriver de l'époque de Napoléon. Tous les deux. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai pas dit à l'époque quand il n'y avait pas de pavé par terre. J'ai dit plusieurs époques. C'est une façon différente de faire du business. C'est vrai que ça n'est pas une méthode classique. Peut-être que de toute façon, ça deviendra demain un standard. J'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est vrai. J'avoue ne pas... être assez surpris par en fait l'impréparation que ça suppose, qui est assumée. Et pourtant le niveau de qualité derrière qui est ouf. Sans doute. Et c'est $1 pour tout le monde. Moi j'ai peur justement que la qualité ne puisse pas être au rendez-vous. Et en fait c'est ou de façon constante. D'accord. Or si tu rentres dans un restaurant et que à un moment aujourd'hui, c'est très, très bon. Et que demain, c'est vraiment trop salé, c'est trop piquant, c'est trop... ou pas assez. Et puis que la fois d'après, c'est bon.
tu n'y retournes pas, même si parfois c'est excellent. Parce que tu n'es pas en mesure de garantir une qualité constante. Ouais. Donc, c'est un peu la roulette russe. Donc, moi, je pense que le risque sur le business model, il est là. C'est-à-dire de laisser une partie de la réussite du projet entre les mains du hasard et du fait qu'on espère que les choses se passent bien. Tu sais, ça me Même rappelle... si t'es booké, tu peux avoir des imprévus. Moi, là où je te rejoins, Ouais. c'est pas dans le domaine du business, c'est dans le domaine... Alors, je vais te faire un petit aveu. Vas-y. Moi, j'ai un souci avec le temps. Ok. Okay. Ça veut dire que j'ai du mal à évaluer le temps. Ok. Si je pars à 14h et que je viens te voir, je peux estimer le temps avant de partir, le temps de trajet d'une demi-heure, alors que ça peut être 1 heure. Ok. Tu vois, quelqu'un de plus calé que moi sur ces trucs-là, saurait. Il dirait, bon, pour aller de là à là, ça prendrait tant de temps. Ok. Et du coup, je suis toujours un peu à la bourre. Ok. Parce que si je dois être là à 14h30, par exemple, et que j'ai prévu une demi-heure, mais c'est une demi-heure, ou même quand je regarde sur Waze, ça me dit une demi-heure, je pars à 14h. S'il y a un accident sur la route, si je crève un pneu, s'il y a le moindre pépin, je suis en retard. Ok. Et les choses ne se passent jamais comme je les ai prévues. Il y a toujours un retard, un truc, une déviation, un feu, etc., etc. Ce qui fait que je suis systématiquement en retard à tous mes rendez-vous. Il faut partir plus tôt. Ok, mais moi je fais un parallèle avec ton projet, enfin avec ta façon de voir les choses. Ouais. C'est exactement la même chose. Tu te laisses pas de marge de manœuvre. Et en te laissant pas de marge de manœuvre, en décidant tout sur la dernière ligne droite, à la dernière minute, etc., tu te mets en danger à chaque fois. Pour le coup, on a des exemples concrets, donc on peut les reprendre. Sur le premier que je t'ai montré, où est le danger sur l'immobilier ? Il n'y a pas d'échéance. Tu vois ? Il n'y a pas. Ça est difficile d'argumenter parce que je ne sais pas quel est le niveau de connaissance des gens. Non, mais vas-y, fais comme tu sens. Il est où le danger ? Parce qu'il n'y a pas d'échéance. Tu vois ? Pour moi, alors, on se parle franchement. Vas-y, oui, mais bien sûr. Mais non, je veux pas te casser ton délire. C'est vraiment le podcast, on est authentique. Non, mais il faut que tu dises. Non, écoute. Dis. Franchement, encore une fois, c'est vraiment l'endroit où tu peux dire ce que tu penses. Moi, je serais ravi que tu me dises que c'est éclaté. Ça me ferait plaisir. Explique-moi pourquoi tu trouves que c'est naze. Parce que moi, je trouve ça terrifiant, incroyable. Ok. Moi, je le mets tout en haut, toi, tu le mets apparemment tout en bas. Je veux comprendre. Ah non, je mets pas. Non, surtout pas. Écoute, je t'ai déjà dit, moi, sur chacun de mes projets, on m'a toujours dit que c'était nul, on m'a pris pour un mytho, etc., etc. Parce que quand on me disait qu'est-ce que tu fais, je disais je suis metteur en scène, mais je vais lancer un projet de je sais pas quoi. Ouais. Puis la fois suivante, je vais produire un spectacle. Et puis la fois d'après, j'ai coécrit un spectacle. À un moment, mais il fait quoi ? Il fait quoi ? C'est du mytho. Un coup, il est producteur, un coup, il est manager, un coup. Bon, ça ne tient pas la route, etc. Bon, très bien. Donc, je suis extrêmement mal placé pour te dire c'est un bon ou un mauvais projet. Non, mais j'aimerais bien avoir ton ressenti sincère. Par contre, là, moi, il y a des signaux qui m'interpellent. Vas-y. Il y a des choses qui m'interpellent. Sur ton projet... Lequel ? IMO ou l'événement ? IMO. Ok. IMO. Je vais remettre à l'écran, ouais. Après... Quel est le problème ? Allez, sans filtre, on n'est pas peur, il n'y a rien d'exceptionnel. Tu peux rien dire tu vas rien dire de si terrifiant que ça. Vas-y, n'hésite pas. Quelle est la promesse ? Elle est là, la promesse. Ouais. Bon, c'est quoi la promesse ? Le fait de... Alors, j'enlève les mots-clés, mais le fait de racheter un... Alors, attention, c'est la V2. Hein. Le fait de racheter un bien en moins de 30 jours. Et non. Bah, la promesse, c'est celle qui est écrite. Non. Mais dis-moi, vas-y. Parce que si tu dis pas ça, c'est mort. C'est ça, c'est ce mot-là qui fait toute la différence. Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est l'état du bien, ouais. Okay. Ça, c'est l'état du bien. Ok. Et donc, tout le problème, il réside dans ce mot-là.
Parce que lorsque le bien est dans cette situation-là, lorsque le bien est dans cette situation-là, ça génère un nombre incalculable de problèmes, des interventions de toutes parts, etc. Et tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre de disposer de ton bien comme tu veux. Tu n'es plus libre d'acheter ou de vendre, etc. etc. Donc, en fait, c'est comme si, tu vois, je vais faire un parallèle parce que je n'ai pas envie de parler de ça. Mais tu vas comprendre. Vas-y. Si je dis... si je te dis, vous pouvez vendre votre poisson à très bon prix. Il n'y a rien à dire. D'accord ? Maintenant, tu rajoutes un mot. Tu dis, vous pouvez vendre votre poisson avarié à un très bon prix. Déjà, le avarié, il pose problème. D'accord ? Parce que du coup, le marché, c'est plus tout à fait le même. D'accord ? Maintenant, si tu mets, vous pouvez vendre votre poisson, comment on appelle ça ? Non, pire. Tu sais, non, mais il a subi des radiations et des machins. Irradié, du coup. Oui, irradié, mais tu vois, enfin... impropre à la consommation. Mais irradié, mais genre avec des rayons, avec d'uranium, du machin. Donc vraiment pas consommable du tout. Et tu dis, vendez sans problème votre poisson irradié. Mais si tu as une solution derrière toi, clarté de machine, un truc, tu peux le mettre dedans. Moi déjà, alors je ne vois pas le détail, je ne connais pas le détail de son business. Donc je me dis simplement, déjà, la promesse, elle est chelou. Je suis désolé, mais il y a un tableau. Est-ce que déjà, tu as le droit de vendre du poisson irradié ? Alors, du coup, c'est intéressant. Le poisson de Tchernobyl, est-ce que tu peux le vendre où tu veux, comme tu veux, en disant c'est super facile, tu vas voir, et en plus, tu vas avoir une santé de fer derrière. Je te le précise maintenant, il n'y a rien qui t'empêche de vendre un bien dans cet état-là. Rien. Aucun. Ok. Voilà. Donc, c'est un vrai marché et ça bloque les gens et c'est une vraie problématique. Et moi, quand je monte un business, je m'assure que ça puisse répondre à une problématique qui est douloureuse, urgente et ressentie. Quelqu'un qui a un bien comme ça, est-ce que c'est douloureux à fond ? Est-ce que c'est urgent parce qu'il en a marre ? Au moment où il nous envoie ces infos, ça commence à piquer. Est-ce que c'est ressenti ? Oui, c'est ressenti. Ça lui coûte de la thune, ça fait longtemps que ça dure, il peut rien faire, il n'a pas de solution, il veut s'en débarrasser. Pour moi, c'est le triptyque des enfers. DUR, douloureux, urgent, ressenti, bénéf. On a un super business. Et c'est pour ça que les gens ils remplissent ce tableau. Si la proposition elle était chelou, je vais t'en faire une de proposition chelou, on vous rachète ce bien dans cet état-là, dans les 2 heures, c'est garanti en cash, en mallette. Oui, je veux bien. Là, c'est bizarre comme propale, mais là, elle n'a rien d'exceptionnel, la propale. C'est bien sûr, tout dépend du dossier, comme partout. C'est pas la promesse qui est chelou. C'est quoi ? Donc, c'est les gens... Non, il n'y a rien de chelou, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens... La promesse, elle est belle. Ouais, elle est réelle. Elle est belle. Elle est réelle. Tu pourras dire qu'elle est réelle le jour où tu auras concrétisé une affaire. On est en train. J'ai du compromis dans ma boîte mail. On est en train, il n'y a pas de problème. C'est un vrai truc. Ok, si tu le dis. Ah ouais, c'est pour ça que je te dis, j'étais curieux de savoir là où tu allais m'amener, puisque à part faire un move sur l'état du bien, parce que tu penses que c'est peut-être pas possible, je voyais rien, parce que là... Moi, je trouve que c'est complet comme proposition. Écoute, si c'est faisable... C'est faisable, ouais. Moi, je dis bravo. Je t'en remercie. Et le prix, mais tu vas tomber par terre quand tu vas voir le prix de rachat. Alors, attends, explique-moi où, en France, tu achètes un bien à ce prix-là. C'est quelle surface ? C'est terrifiant. Là, c'est... Non. C'est laquelle, celle-là ? Alors ça, il n'a pas noté la surface, mais on en a un, si tu veux, j'en ai un équivalent, qui est à 35. La surface, c'est 220 mètres carrés. Non. Oh non. Oh, tu serais curieux de voir. Tu serais curieux de voir ce que vendent les gens. Celui qui rachète, il se fait accompagner par des... Croyance, c'est une croyance, ça c'est toi qui dis. Mais écoute... Ceux qui rachètent, à mon avis, ils ont un casier où ils travaillent avec des gens qui ont un casier. C'est nous qui rachetons. Pourquoi tu dis ceux ? La page, elle m'appartient. Moi, je pensais que vous mettiez en relation des acheteurs avec des vendeurs. Ah non, on rachète.
On rachète. Bien sûr, on rachète. Et puis après, on a aussi un carnet de gens qui veulent acheter si nécessaire. Mais ça, c'était pas prévu à la base. Et on rachète. Regarde le prix là. 10K. 10K, il y a 70 mètres carrés. T'as des images de ce... J'ai des images avec l'intérieur de certains trucs, bien sûr. Non, celui à 10K. Non, j'ai pas l'intérieur. Mais celui-là, j'ai celui-là. Regarde le prix. Hein. C'est celui-là dont je te parlais avec plus de 200 mètres carrés. Regarde l'état. C'est ça. Il est vide, tranquille. Il est même plus exactement dans la configuration. Il est dans l'après-config. Et la personne, elle en veut plus. Elle peut plus rentrer dedans. Elle dit, c'est bon, prenez-moi ça. Et c'est ça toute la spécificité de ce biz. C'est d'arriver à tomber sur des profils qui disent, les gars, ce truc-là, mais prenez-le. Je ne veux plus payer de trucs. S'il vous plaît, je ne veux plus le voir apparaître. Supprimez ça de ma vie. Et c'est ça qui est mortel. Parce qu'après, derrière, toi, tu peux retaper, faire de belles choses, revendre, et c'est cool. Tu vois ? Mais tu travailles avec des tueurs à gages ou pas? Tu vois, et il y a aussi un autre truc, tu vas écouter mes podcasts. Hein. Il y a un truc qui s'appelle les croyances limitantes. Là, les deux choses que tu mets en dernier, c'est des croyances limitantes. Là, croire que forcément, les gens dans cette config ou que tu trouves dans les domiciles, ils sont dangereux. Mais je peux t'envoyer des vidéos de mon associé qui visite. C'est des gens normaux. Hein. C'est des petits cœurs, en fait. C'est pas des petits cœurs, mais là, on est sur un bien, il y a du monde qui est à Paris. Mais tu vois l'intérieur, c'est nickel. C'est rangé, c'est propre. Il y a beaucoup de monde, hein. Mais c'est clean de fou. Et les mecs, ils bossent. C'est pas des gars, ils sont en train d'aiguiser des couteaux dans le salon où ils coupent de la bœuf. On a eu un bien comme ça. Où effectivement, là, on n'y va pas. Mais sinon, le reste, c'est des gens très cool. Même pas en récupérant la bœuf. Dégueulasse. Non, on va pas dans ce truc-là. Ok. Je te fais un dernier dossier de l'enfer. Celui-là, il est vraiment crade, mais on peut pas le prendre. Waouh. Ah, c'est joli, hein. C'est joli. Donc, il y a le propriétaire de cet endroit-là qui a dit, qui a mis ça en vente pour 400 000. Il y a une personne en face qui arrive qui dit, ouais, c'est trop cool. Moi, je gère des agences justement dans la zone et ça m'intéresse d'acheter ça. Il dit, par contre, est-ce que je peux avoir les clés un peu avant? Je vais faire quelques travaux dedans. Mais bien sûr, frérot. Tiens, fais quelques travaux. Et le jour de la vente arrive. On signe ou quoi? Oh, non. Quoi? Oh, non. Par contre, si tu veux, je te fais une offre de rachat de 200 000. Voilà. Et le truc est dans cette config. C'est-à-dire que tu as un gars qui occupe ça et il veut pas payer. Horrible. Là, tu vois, on n'y va pas sur un dossier comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un problème comme ça? Et là, c'est jeu d'avocat, c'est avocat contre avocat. Et le gars qui nous a contacté, qui veut vendre, il est dans cette situation-là. Il dit, sauvez-moi, s'il vous plaît. Proposez-moi, je sais pas, un truc moyen, 300, 250, mais prenez ce problème. Il dit, non, on n'y va pas. Parce qu'effectivement, là, il faut des tueurs à gages. Dès qu'il ouvre sa fenêtre, lui, il faut jeter un nid de frelon à l'intérieur, tu vois. C'est ça. Moi, je vais pas dans ce genre d'affaires-là, tu vois. Je vais pas apprendre des sales trucs où t'envoies une équipe, ça s'est mal passé, t'as tué des gens, tu vois. C'est pas ça le projet. Il y a vraiment plein de dossiers propres. Je t'en montrerai après. Mais tu vois, il y a plein de croyances. C'est pas si crado que ça. Hein. Ok. Je suis ravi de t'avoir amené là. Bon, on a beaucoup dévié du sujet, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas mon monde, donc je ne connais mais pas. C'est cool. Moi, je suis vraiment content de pouvoir te montrer un truc que tu n'as jamais vu et qui apporte des résultats, tu vois. Et surtout le temps, quoi. En 2 jours, c'est ouf. Tu te positionnes sur un marché. Le mec qui fait ça, le premier de France, il a depuis 10 ans. Et en 2 jours, tu passes devant lui parce que justement, il n'a pas assez de connaissances. Il n'a pas assez de connaissances de la data, l'IA, etc. Il ne sait pas comment ça fonctionne, tout ça. Et ça, c'est ouf que tu puisses retourner des marchés, entre guillemets, et te positionner devant les gens vite. Peut-être, je suis même pas sorti de chez moi, tu vois. J'ai juste utilisé ça, là. Ça et une connexion Internet. Ok. C'est fou quand même. C'est énorme. Moi, je trouve ça fou. C'est énorme. Comment tu vois, on parlait des différents métiers, même si on s'est un petit peu écarté, voire beaucoup écarté. On a parlé du prod. C'est quoi la différence entre le manager et producteur? Pour faire simple, le manager gère l'artiste, le producteur gère le spectacle. Ok. Tu peux avoir manager, producteur, donc 2, 3 personnes autour de l'artiste, plus même? Ah oui, tu peux avoir le metteur en scène, tu peux avoir un ou plusieurs auteurs, etc. Okay. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on dit qu'un tel est le producteur d'un artiste, c'est une erreur. C'est le producteur d'un spectacle. Oh. D'accord. Voilà, qui travaille sur le spectacle de tel artiste. D'accord, c'est un raccourci, mais en fait, un producteur produit un spectacle, un manager ou un agent gère un artiste. Et voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres métiers autour qu'on n'a pas vu? Il y a énormément de métiers. Tu as des régisseurs. Oui. Mais c'est pas forcément... Ah, ça peut être autour de l'artiste, régisseur aussi? Tu as ton régisseur attitré? Absolument. Absolument. Nous, nos artistes, quand ils partent en tournée, ils emmènent leur régisseur avec eux sur toutes les dates.
Ok. C'est le même régisseur. Alors après, parfois, le régisseur ne peut pas être présent sur une date, etc. Donc, il se fait remplacer. Mais oui, tu as également des attachés de presse. Ah oui, ça. Des attachés de presse dont le rôle est de faire en sorte que les médias s'intéressent à un artiste. C'est des gens en fait qui ont un réseau finalement, c'est ça qu'ils vendent. Ils vendent l'accès à leur carnet d'adresses généralement. Ok, donc toi tu as besoin de faire connaître ton spectacle et donc du coup tu t'associes maintenant, c'est une prestation. Ah, c'est une prestation qui est facturée. Okay. Tu te mets d'accord avec l'attaché de presse qui va prendre, ça dépend de l'attaché de presse, ça peut aller de 500 à 5000 par mois. Okay. Et puis là-dedans, l'attaché de presse, lui, va construire avec l'équipe de production et avec l'artiste un discours, une communication, d'accord. Et puis, il va ensuite contacter un certain nombre de journalistes spécialisés, parce que les journalistes... il y a ceux qui s'occupent d'écologie, puis d'autres de bien-être, de santé, etc. Donc dans la bonne thématique. Donc là, voilà, tout à fait, dans la culture, en l'occurrence. Et puis voilà. Mais après, il faut encore intéresser les journalistes qui, aujourd'hui, sont plus que sollicités, qui se déplacent très peu, qui sont blasés, qui sont... C'est compliqué. Ah ouais ? Oui, faire bouger des journalistes, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'était monnaie courante de faire déplacer les journalistes dans ta salle pendant un spectacle pour qu'ils puissent écrire une chronique ou... Absolument, pour qu'ils puissent en parler. Et puis parfois, il faut les faire déplacer pour pouvoir... parce que derrière, tu espères faire une émission à la radio ou à la télévision et il faut qu'ils puissent en parler. Ah, c'est eux qui te vendent ? En fait, ils vont t'interroger, mais ils vont t'interroger sur la base de ton spectacle. À un moment, dans ton spectacle, tu parles d'immobilier, etc. Est-ce que tu as déjà acheté un truc ? Est-ce que tu as déjà fait une bonne affaire ? Voilà. Mais il faut savoir de quoi parle ton spectacle. Il faut savoir qu'est-ce qui fait ton style, qu'est-ce qui fait, etc. Pour pouvoir... C'est sur ça que tu vas communiquer. Ok. C'est toujours aussi utile maintenant ou... Les attachés de presse, c'est toujours utile. C'est toujours utile. Après, ce qui est plus compliqué, c'est plus les journalistes que les attachés de presse. Ok. En tout cas, c'est toujours un métier qui est utile dans ce métier-là. C'est très utile, oui. Ok. Qu'importe la cible, parce que j'ai l'impression que tu sais, quand tu as une cible plutôt qui est très active sur les réseaux, j'ai l'impression que tu peux bypasser un peu tout ça et faire fi. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes ? C'est pas les mêmes. Lorsque tu utilises les réseaux, c'est plus pour parler au grand public et assez peu aux professionnels. Ah, il y a vocation à viser les pros ? C'est à ça que servent les attachés de presse. Et qu'est-ce que tu appelles pro ? C'est les gens qui ont les émissions, ce genre de choses-là ? Les journalistes, les programmateurs d'émissions de télévision. Okay. Ah, c'est une autre cible. Ah, c'est intéressant. Absolument. En fait, c'est des médias. Mais par définition, les médias, c'est un intermédiaire entre toi et ton public. Okay. Donc, l'idée, c'est de te faire inviter, je ne sais pas, moi, chez Quotidien, chez C'est à vous, sur RTL, etc. Donc, il y a des gens qui s'occupent de la programmation de ces émissions. Voilà, il faut arriver à les intéresser pour qu'ils vous programment, pour qu'ils acceptent de parler de votre spectacle ou de vous inviter pour en parler. Ok. Donc, c'est toujours ça fonctionne toujours. C'est toujours tout à fait, très utile. Oui. Même si ta cible, elle n'écoute pas RTL. On s'en fout. Non, si ta cible, si tu fais un spectacle pour enfants, aller vendre le truc sur RTL, pas très utile. Mais faire une émission sur Gulli, ça peut permettre, tu vois. Donc, évidemment, ça reste du marketing. Ouais. Tu vas t'adresser à ta cible. Donc, ça dépend de l'âge de ta cible, etc. Essayer de te faire interviewer dans le journal de 20h de France 2 alors que tu cibles des ados, il y a une erreur. Pas très utile, ouais. Non. Il y a une erreur de parcours médiatique, ouais. Les jeunes aujourd'hui ne regardent plus la télévision. Donc et encore moins le 20h, ouais. Et encore moins le 20h et encore moins pour voir des bombes à longueur de journée. Ça l'ambiance, hein. Ouais. Ça l'ambiance. Je regarde pas eu tous les infos, ouais. C'est trop. Je trouve ça très toxique, quoi.
Très, très toxique. Ah, ça mine le moral. Hein. Ah ouais. À force, tous les jours, tu regardes les informations avec rarement de bonnes nouvelles. Très rarement. Ouais. D'accord. Et c'est beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, etc. Tu finis par angoisser sur l'avenir, sur ton avenir, sur les autres, sur ce qui ne va pas. Et, très toxique. Ah oui, oui, oui. Comment c'est venu le fait de monter un comedy club? Parce que ça, c'est quand même un bel accomplissement, je trouve. Je ne sais pas comment toi tu l'as pris, mais... Écoute, c'est une histoire qui est un peu folle à la base. Parce que moi, pendant très longtemps, de 2006 à 2020, je menais une vie tranquille, j'ai envie de dire. J'étais très content. Je m'occupais d'artistes avec qui je m'entendais très bien. Je gagnais bien ma vie. C'est pas excessif, mais comme j'ai pas de grands besoins, ça me suffisait largement. Et puis est arrivé le Covid. Quand est arrivé le Covid, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Donc, s'il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de tournée, il n'y a plus de droits d'auteur, il n'y a plus de droits de mise en scène, il n'y a plus de commission de management, il n'y a plus tout ce qui faisait mes revenus, etc. Et donc, à ce moment-là, les choses deviennent très compliquées, manque de perspective, de vision, d'avenir, etc. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution. D'autant plus que, si tu veux, il y avait un raisonnement qui avait commencé à germer quelques années avant, lorsque j'étais manager d'artistes. Je me suis rendu compte que j'étais limité dans mon pouvoir d'agir sur la carrière de l'artiste, parce que c'est quand même ma vocation en tant que manager, c'est de faire en sorte que la carrière de l'artiste s'envole. Mais il y avait des choses qui m'empêchaient d'aller aussi loin que j'aurais aimé. Et ça, c'était notamment lié au fait que je n'étais pas le producteur. C'est celui qui tient les cordons de la bourse qui, finalement, a le dernier mot. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Ok. Et donc, c'est comme ça que je lance ma boîte de production, Prodvocation. Et puis, je m'aperçois, une fois que j'ai lancé ma boîte de production, je produis un artiste, en l'occurrence Thomas Angelvi à l'époque, toujours maintenant d'ailleurs, mais comme c'est un artiste qui démarre, il n'est pas connu, et un des rôles du producteur, c'est d'organiser des tournées. Okay. Bon, et ben, quand vous appelez des salles de spectacle pour essayer de faire en sorte qu'elles programment votre artiste et qu'il n'est pas connu, personne n'en veut. Oh. Personne n'en veut. Tu t'appelles, on te dit non, c'est qui ? Ben, envoyez-nous un dossier, puis ils ne te répondent pas, etc. Qu'importe la personne, c'est-à-dire que même celui-là, parce que pour le coup, tu as accompagné combien d'artistes qui sont vraiment allés loin, à ton sens ? Bah, écoute, j'ai commencé avec Baptiste, j'ai fait aussi la mise en scène de Gaspard Proust, et puis aujourd'hui, il y a aussi Thomas Angelvi qui cartonne. Voilà, et on prend pas du tout. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on prend pas du tout en compte ton background. Tu peux pas dire, regardez, j'ai produit un tel ou je bosse avec un tel. Non, parce que la logique, elle est pas là. Okay. La logique, elle n'est pas tant de te faire confiance ou pas faire confiance. Okay. Les salles, surtout dans les petites salles, travaillent avec un système que l'on appelle la co-réalisation. C'est le partage de recettes. Okay. D'accord ? Ce qui veut dire que plus les recettes vont être importantes et plus elles vont avoir à partager entre la salle et le producteur. Si la salle produit programme un artiste qui n'est pas très connu, la salle, elle fait 100 places et comme il n'est pas connu, personne ne va acheter de place et du coup, il va y avoir 20 personnes dans la salle. Bon, ça va être une recette de 150 € qu'il va falloir partager, payer le transport, l'hôtel, le cachet de l'artiste, etc., etc. Donc, les salles, elles ont aussi une économie derrière. Elles ont un business model et donc, elles préfèrent miser sur des artistes qui ont une certaine notoriété, d'autant plus que même les petites salles peuvent bien gagner
parce qu'elles peuvent encore attirer des artistes de renom lorsqu'ils font leur tournée de rodage. En général, un artiste connu, quand il lance un nouveau spectacle, fait une tournée de rodage. Province, souvent. Absolument. Et il va dans des petites salles, Partout comme en ça, France. pour tester dans la discrétion. Voilà. S'il se plante, il n'y a pas beaucoup de monde qui le saura. Voilà. Donc ces petites salles accueillent ces artistes de renom et elles savent, ces salles, que la salle va être pleine. Facile. Donc, elles préfèrent programmer des gens connus que de programmer Monsieur X qui peut-être va avoir 2 réservations, 12 réservations, etc. Elles ne prennent pas ce risque. Je comprends. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là, pour revenir à notre histoire, que le producteur ne pouvait pas tout faire, même s'il avait l'argent. Il lui manquait, comme pour tout produit, le débouché. Ouais, la salle, quoi. La salle. Magnifique. Et donc, le projet de la salle tournait dans ma tête. Et quand arrive le Covid et que je m'aperçois que je suis, en tant que manager, producteur, bloqué et que je ne peux rien faire, je me suis dit, je suis dépendant de salles qui ne veulent pas forcément programmer les artistes que j'ai envie de programmer. Et si je devenais libre, voilà. Et c'est comme ça qu'est arrivé, enfin, qu'a mûri l'idée d'avoir une salle. Après, l'idée complètement folle, ça a été de démarcher des banques pendant le Covid, en leur disant je vais ouvrir un comédie club avec une partie bar, et tous les bars étaient fermés à l'époque. Ça a été accueilli comment, ça ? C'est simple, aucune réponse positive. C'est non. C'est non. Génial le projet, génial. Ça dégage. Continuez comme ça, mais allez voir une autre banque. On passera vous voir. Absolument. Oh, wow. Et donc voilà. Mais moi, j'étais parti. Je savais que c'était le bon moment pour le faire. Parce que en général, comment dirais-je, les crises, c'est comme des vagues. D'accord ? Soit tu surfes sur la vague, soit tu te fais complètement engloutir par la vague. Et le Covid, ça a été une grosse vague. Et je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais surfer sur le Covid et, en essayant de réussir mon atterrissage, c'est-à-dire que quand le Covid va passer et que d'un seul coup, on va réouvrir les portes, les machins, et je voyais les gens qui applaudissaient avec des casseroles, des machins, le soir. Il y avait besoin de contact humain, il y avait besoin de se recentrer sur ce qui était essentiel. On a découvert qu'il y avait des gens importants en France, les infirmiers, les gens qui gèrent les poubelles, etc. etc. Tous ces métiers qu'on ne regardait pas, qu'on méprisait, qu'on ne calculait pas. Et on découvre d'un seul coup que ce sont des métiers essentiels qui, depuis que le Covid est passé, ne sont plus redevenus aussi essentiels que ça dans la tête des gens, et c'est bien dommage. Donc voilà. Et moi, je me suis dit, les gens, après le Covid, ils vont avoir besoin de se reconnecter. Et ce qui explique aujourd'hui, d'ailleurs, le succès des comédie clubs dans leur ensemble, c'est le fait que c'est des salles qui sont plus petites, où les gens retrouvent des humoristes qui leur parlent, non pas comme dans une pièce de théâtre, qui utilisent le langage de tous les jours, des petites vacheries, des petites taquineries, mais comme ils le feraient avec les copains, etc. Il y a un côté totalement vrai, spontané, naturel. Et c'est ça ce que les gens aujourd'hui viennent chercher, et pas un discours lisse, policé, etc. Ou avec des idées... voilà. Donc petit succès aussi, t'es très content, t'es content ça se passe très bien, c'est cool. Ça se passe très bien, et ça se passe très bien. J'ai vu passer l'info là. Il a pas donné l'info là, mais là t'as caché un truc là. Et on va fermer demain. C'est pour ça, j'avais pas dit. Non, en fait, c'est tout le contraire. Ah, c'est bien. C'est tout le contraire, puisqu'à la rentrée, on va ouvrir pour être plus grand encore, et on sera probablement à la rentrée, si tout se passe bien, le plus grand comédie club. Alors, on est déjà numéro 1 dans les classements. Ça, ah bon ? Oui, on est, si tu vas sur les sites de réservation, etc., on est numéro 1. Mais voilà. Et c'est bien. On est numéro 1 par le volume des ventes, etc. Maintenant, on va être encore plus grand.
Ça va être... L'endroit a été donné ou pas encore? Ça a été comment ça s'appelle? Je sais pas le mot. C'est Est-ce que ça a été révélé. Merci, pas, révélé. pas encore. Ça, c'est un scoop total. Ouais, de toute façon, je pense que quand le podcast sortira, sera déjà publié. Il est prévu pour quand? Oh, dans plusieurs mois, au moins 2. Ah bah super. Tant que tu le sors, le podcast, après septembre, c'est génial. Ah oui, il sortira après septembre. Oui, il y a une liste d'attente. Bon. Ouais. Bon, ben c'est génial. Donc dans ce cas-là, je peux te le dire. Hein, ok. ça va être à Châtelet. Ouais, bah vous êtes déjà à Châtelet. On est déjà à Châtelet. Ok. Et on reprend le bar d'à côté. Il est balèze, non? Ouais. Ça va faire 410 mètres carrés. Oh non, incroyable. Ouais. Tu vas mettre quoi là? Il y aura l'école de stand-up en même temps là-dedans? Il y aura l'école de stand-up également là-dedans. Ah ouais, trop bien. Parce que l'école pour l'instant elle n'existe pas. Elle va arriver. Non, elle existe dans le sens où juridiquement elle existe. Ouais. Le programme. Mais physiquement, il n'y a pas de lieu. La rentrée, en fait, Ouais. il y a des gens qui travaillent dedans. Hein. Ouais, ok. La première rentrée, c'est septembre 2025. Il y a une autre école de stand-up en France? Ou à Paris? Pas vraiment, il y a des écoles d'humour, pas spécialisées forcément dans le stand-up. Et là, en plus, nous avons une approche très différente du game et on espère, on est confiant pour la suite. Passionnant ça. Oui. Passionnant. Je suis curieux de voir comment tu vas deal, et c'est normal, c'est un challenge, avec cette vision stand-up un peu en mode c'est gratuit la vie. C'est-à-dire que si tu veux faire du stand-up, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit, parce que tu auras forcément ce discours-là, hein, comme d'habitude. Il y a toujours des gens, quand tu lances un service, qui vont dire ça. Et tu prends tes petites mains, et tes petites jambes et ton petit corps, et tu vas jouer dans les différents endroits. C'est intéressant que tu amènes une école. Alors, en fait, nous, on est très sollicités, parce qu'on est un des rares comédie clubs qui laisse encore sa chance aux artistes qui débutent. On a des plateaux pour des artistes confirmés, le samedi soir. Et on a des plateaux pour des artistes qui débutent le samedi à 14h ou à 15h30, et le dimanche aussi. Okay. Donc, à partir de là, on a beaucoup d'artistes qui débutent ou qui veulent débuter, qui nous contactent, etc. Okay. Bon. Nous, on fait un filtre. Okay. Parce qu'on ne va pas prendre tout le monde. Et il y en a beaucoup, on les voit et ils sont perdus. Ils viennent et ils veulent monter sur scène alors qu'ils sont timides, même pour vous demander de les programmer. Ils n'articulent pas. Et la petite voix très timide. Ouais. Les gens ne sont pas prêts. Mais simplement, comme il y a beaucoup d'humoristes, on croit que l'accès est facile. On se dit, OK, la solution, c'est de passer par un comédie club. Avec 10 minutes, tu peux tourner 20 ans, etc. C'est totalement faux. Et à travers cette formation, on a voulu apporter le cadre qui manque aux artistes qui veulent en faire sérieusement leur métier. Donc il y a quatre modules essentiels. Il y a de l'écriture, il y a de la mise en scène, il y a du développement personnel et il y a des masterclass. L'écriture, la mise en scène, je ne vais pas revenir dessus, ça me paraît les bases. Mais cela dit, il va y avoir, si je me souviens bien, près de, je ne vais pas raconter de bêtises, mais sur l'ensemble de la formation, il y a plus de 1000 heures d'accompagnement en écriture. Tu parles en présentiel là ? En présentiel notamment, oui. Ok, parce que je ne sais pas comment est découpée la formation, mais c'est beaucoup de présentiel ou c'est beaucoup de distanciel plutôt ? Alors en fait, il y a beaucoup de présentiel. Ok. C'est 35 heures de travail par semaine. Ah oui, voilà, tu es en formation quoi. Complètement. Okay. C'est une formation professionnalisante. Il s'agit pas, c'est pas un truc comme certains cours de théâtre où tu vas venir 3 demi-journées et puis tu rentres chez ta mère. C'est combien de temps ? C'est 1 an ? 2 ans. Ah oui, d'accord. C'est 2 ans. Solide. C'est solide. Ah oui. Okay. C'est 2 ans avec si tu veux, la promesse, c'est que tu sors au bout des 2 ans avec un spectacle prêt à être immédiatement exploité. Ok, belle promesse. Tu sors en juin, en juillet, ton spectacle est prêt, tu peux le jouer. Ouais. D'accord ? Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, on t'aura
tu auras été accompagné par des professionnels du secteur qui vont t'accompagner aussi bien sur l'écriture, sur la mise en scène. La partie masterclass, c'est une partie à laquelle je tenais beaucoup parce que les artistes sont souvent auto-centrés. D'accord ? Ils sont au centre de leur univers et parfois ils pensent être au centre de l'univers de façon plus générale. Oui. Bon. Et puis, en général, ils fréquentent d'autres artistes. Il y a un effet, comment dirais-je, consanguin là-dedans. C'est peut-être pas le bon mot, mais voilà. Il y a un entre-soi. Il y a un entre-soi qui fait que on apprend les choses de travers, on se copie, on se singe les uns les autres. C'est difficile de faire naître une certaine originalité, etc. L'idée avec les masterclass, c'était de leur permettre de rencontrer des professionnels, que ce soit des régisseurs, des producteurs, des auteurs, etc., pour leur permettre de découvrir d'autres choses en rapport avec leur métier. D'autres métiers en rapport avec leur métier. D'autres façons de voir en rapport avec leur métier. Ouais. Tu veux vraiment leur ouvrir l'esprit, ouais. Leur ouvrir l'esprit, leur permettre de se constituer un premier réseau de contacts, de mieux comprendre comment ça se passe, de comprendre. Tu m'as posé un certain nombre de questions tout à l'heure sur les journalistes, sur les attachés de presse. L'articulation, quoi. Absolument. Ouais. Ça, ce sont des choses que l'on ne connaît pas forcément. Certains humoristes encore ne font pas la différence entre un manager et un producteur. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés d'ailleurs arnaqués. En tout cas, qui ont suivi des chemins qu'ils ont menés à des endroits désagréables, même des gens connus, et qui ont pris très cher. Hein. Absolument, absolument. Donc, nous, on voulait un cadre qui soit structurant, qui soit bienveillant aussi en même temps. Et donc, voilà. Il reste la partie développement personnel qui peut faire un peu bullshit comme ça vu de l'extérieur, mais en réalité la partie développement personnel est liée à toutes ces problématiques que moi j'ai pu identifier pendant ces 20 ans de métier que j'ai, qui sont des problématiques personnelles que rencontrent les artistes. Par exemple, la gestion de la créativité, la gestion du stress, les interactions avec les gens, la gestion du temps. La perception de soi-même, pour le coup. La perception de soi-même. Il y a beaucoup de moments de découragement, etc. Et l'idée, c'était de leur fournir la gestion des conflits aussi, parce que les artistes, souvent, ils évitent les conflits. Savoir dire non, ça, c'est aussi une problématique qui sera développée. Savoir dire non, parce que dès qu'on leur propose quelque chose, ils disent oui, mais après, parfois, ça n'est pas possible, ça n'est pas souhaitable, même parfois pour leur carrière, etc. Donc, il faut savoir refuser des projets poliment, etc. Mais voilà, il y a toute une série de problématiques comme ça que nous serons les seuls, que nous sommes en tout cas les seuls à aborder avec une vision. Voilà, il ne s'agit pas de leur apprendre à devenir une feuille qui tombe de l'arbre et qui... Petite référence au cours de théâtre ? Oui, et puis à tous les cours de théâtre, on leur vend du rêve et du chômage en pack de 6. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner pendant 2 ans avec des allers-retours sur scène, devant un vrai public qui valide le travail qui est fait en cours. Donc il y a différents niveaux de validation. Parce que la scène est dans l'école. Absolument. Une vraie scène, c'est top. Donc voilà. La première année, ils doivent sortir avec 3 sketchs aboutis et validés par les profs et par le public. Okay. Et la deuxième année, c'est 7. Et puis le travail de fin d'année consiste justement à lier l'ensemble de ces sketchs pour sortir un spectacle cohérent. Okay. Voilà. Très beau projet, hein. Très très beau projet. On y croit. C'est fat, hein. On y croit. C'est fat. Pareil, plusieurs personnes sur le projet. T'es pas tout seul ? Plusieurs personnes sur le projet, alors tous des collaborateurs, hein, mais pas d'associés. T'as pas d'associés sur ça ? J'ai pas d'associés pour l'instant là-dessus. Ok. Bon je crois qu'on va finir avec un petit tour d'horizon quand même des différentes boîtes, comme ça on aura fait le tour. Ok. Donc on a notre fameuse Stand-Up Academy dont on vient de parler. Tout à fait. Prod Vocation, boîte de prod. Qui est la boîte de production. Facile. Imagine Artist.
Attends, on va faire celle qu'on a déjà. Connecticut, c'est l'application 7 ans. Exact. Qui sera dispo quand? Qui sera dispo en principe à la rentrée si tout se passe bien. J'espère qu'on ne repart pas pour une 8e année. Parce que bientôt les iPhones vont disparaître, que tu n'auras pas encore sorti ton appli. Écoute, on croise les doigts. Oui, tu vas peut-être finir par arriver au bout. The Joke, c'est le Comedy Club. C'est le Comedy Club. Qui va grandir. Et Imagine Artist, du coup, ça, je ne l'ai pas. Imagine Artist, c'est la boîte de management. Ok, tout simplement. Voilà. Bon, on a tout là. Presque. Et ce qui est magnifique, c'est que tout communique, mine de rien. Bah, tout est imbriqué. Ouais. Et ça part de l'idée, en fait. C'est un écosystème qui est en fait qui bâtit sur une idée, un incubateur d'humoristes. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire que l'ensemble de ces pièces, d'ailleurs, si tu regardes le logo, tu vas t'apercevoir qu'il y a des petites pièces de puzzle Je le vois. qui se complètent les unes les autres pour former, en fait, justement, la pièce entière. Et l'idée, c'est que on apporte tout un écosystème aux artistes émergents pour leur permettre, justement, de réussir dans les meilleures conditions à écrire leur spectacle, à se faire accompagner, à faire les bons choix, à grandir, voilà. Et on y croit beaucoup. Au début, pas beaucoup de personnes y croyaient. J'en ai parlé avec un certain nombre de professionnels du métier. Et tout le monde m'a pris, ils m'ont tous pris un peu pour un gogol. Voilà, c'était il y a un peu moins de 10 ans. Okay. Et donc, j'ai construit brique par brique le truc. Et aujourd'hui, ça a enfin pris forme et les choses sont réelles, elles sont là. Et c'est beau, hein. C'est un beau trajet. Hein. On en est content. Ça a évolué depuis notre fameux échange. Justement, je faisais référence à la dernière fois qu'on s'était vu et on faisait une affiche sur Photoshop que j'utilise même plus d'ailleurs, Photoshop, tu vois, tellement ça fait longtemps maintenant. Mais ouais, ça remonte, hein. Mais c'est bien. Franchement, je suis content. Belle trajectoire. Moi, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Baptiste, avec qui j'ai démarré ma carrière dans ce milieu. Je connais pas. Baptiste. Je connais pas. Et donc, voilà. Et on a fait et on continue de faire un très bon bout de chemin ensemble. Ouais. C'est les économies que j'ai gagnées avec ces spectacles que j'ai mis de côté, que j'ai réinjectés parce que j'avais un rêve derrière. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir toucher du bout des doigts ce rêve. Et voilà, ça n'aurait pas pu se faire sans la confiance et la fidélité, j'ai envie de dire. La fidélité Baptiste. Max, hein. Ah oui. Il a eu 50 000 occasions d'aller voir ailleurs. Ah bah oui, j'imagine parce que c'est le mercato. Hein. C'est facile d'aller casser du sucre sur le dos du gars avec qui t'es et dire attends, mais arrête avec ce mec-là. Tu peux gagner plus ailleurs, tu peux faire mieux ailleurs. Je pourrais t'obtenir plus. Je t'ouvre toutes les portes, moi. Je t'ouvre les portes, absolument, etc. et c'est vrai que j'ai démarré, moi j'avais pas de carnet d'adresse, je connaissais personne dans le métier. Hein. T'aurais pu le perdre tellement de fois. Ouais. Putain, mais bon, fidélité d'abord, et ça c'est important. Il y a une question que je t'ai pas posée, je pense que ce sera quasiment la dernière. Ça marche. Comment est calculée, du coup, la rémunération de l'intéressé, de l'artiste, tu sais ? Comment tu fais ton cut ? C'est lui qui choisit, c'est le manager qui choisit, ça se définit entre tous les membres de l'équipe, comment on fait ? Tout dépend de la prestation. Ok. Mais l'artiste, il joue, il fait toujours pareil, lui. Non, pas toujours. Ça dépend. Si l'artiste intervient dans un comédie club, il va jouer 10 minutes. Voilà. Donc, c'est une rémunération qui correspond à ces 10 minutes. Ok. Bon. Après, si tu es producteur de l'artiste, tout dépend du niveau de développement de l'artiste. Wow, ok. Ça commence à être difficile à calculer déjà. Il n'y a que 2 variables, c'est déjà compliqué. Tu as un minimum qui est le minimum légal, on va dire, qui est que voilà, l'artiste, le minimum qu'il puisse toucher en net, c'est 90. Ok. Mais ça coûte au producteur 200. Ok. D'accord. Après, en fonction de la notoriété de l'artiste et puis des recettes que génère le spectacle, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, etc. Et puis, il y a un moment où les artistes finissent par devenir d'abord, dans un premier temps, intéressés aux résultats. Ouais. Ça veut dire que si le spectacle génère des bénéfices, l'artiste touche une part de ses bénéfices. En revanche, il n'est pas coproducteur dans la mesure où si le spectacle perd de l'argent,
on ne demandera pas à l'artiste de payer. Ok. Et après, le stade suivant de l'évolution, on va dire, c'est quand l'artiste décide, lui, d'investir dans sa propre aventure, sa propre aventure, Ok. etc. Et donc, il devient producteur ou coproducteur. À ce moment-là, il prend des risques, il gagne plus, évidemment, s'il y a de l'argent en pourcentage, mais il prend des risques. Donc, si le spectacle ne marche pas, il perd. Ouais, il se produit. Mais c'est la dernière étape. Donc là, c'est lui qui s'auto-rémunère, en fait. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, c'est marrant parce part. qu'il devient le bateau de son propre bateau. C'est marrant qu'il devient une pièce de son propre bateau, en fait. C'est ça qui est marrant. Absolument. Après, il faut légalement, si je veux être tout à fait précis, il ne peut pas être à la fois coproducteur de son spectacle ou producteur de son spectacle et se verser une rémunération en tant qu'artiste. Ah oui, non. Parce que sinon c'est la fête, ouais. Parce que si tu es artiste, tu as un statut d'intermittent et ce statut d'intermittent ne te permet pas de toucher des revenus en tant que gérant d'une société, etc. Ça se télescope, ok, cool. Ça se télescope. Donc, tu es obligé de confier ta boîte de production. Tu peux avoir des parts dans une société de production, mais pas en être le gérant. Ok, il y a un conflit d'intérêts, quoi. Oui. Évident. Le statut, c'est un problème de statut. Tu ne peux pas être intermittent et entrepreneur lorsque les deux activités sont les mêmes. Tu peux, par exemple, être chef d'entreprise, mais dans une entreprise qui fait des mugs. Donc, c'est sans rapport avec ton statut d'intermittent dans le spectacle. Ok, tu ne dois pas être dans le milieu artistique. Tu peux être dans le milieu artistique. Ok. D'accord ? Mais tu ne peux pas exercer la même activité. Oui, ok. Donc, si tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Voilà. Donc, mais en gros, quand ils sont coproducteurs, en général, ils ont une structure qui est gérée par quelqu'un d'autre. Voilà. Ok, pour éviter que ça se télescope. Absolument. Parfait. Écoute, tu sais qu'on a terminé. Ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Hein. Ça passe, hein ? C'est énorme. Tu vois ? C'est tellement court. Oh, ouais. Là, je vais revenir avec des idées. Là, je t'ai dit, hein, on peut parler de plein de sujets. Du bootstrapping, là, etc. On peut parler de plein de sujets très longtemps. En podcast, ça va assez vite. Bon, merci d'être resté jusque-là. Comme d'habitude, hein, si tu veux lancer n'importe quel business et que tu ne sais pas par où commencer, tu vas sur le site le plus indiqué, à savoir par où commencer.fr. J'ai acheté pile le nom de domaine. C'est vrai ? Ouais, faut rigoler. Si tu veux qu'on se voit en soirée business, petit lien dans la description, pareil, tu cliques dessus. Si tu veux acheter mon petit livre sur le business, il est disponible également. Et si tu veux participer, si tu veux participer au prochain bootcamp et qu'on se voit en vrai, que tu puisses venir avec ton business, étude de cas, voir comment ça fonctionne, tout ça, pareil, lien dans la description. Je te dis merci, à bientôt et je laisse Aslem faire une petite outro. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Merci pour l'invitation. C'était très agréable de pouvoir échanger. Voilà, merci de m'avoir donné également la possibilité de parler de quelques-uns des projets. Et puis, voilà. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et tu me donneras des nouvelles de trucs. Je veux suivre. Je veux suivre cette affaire. Avec plaisir. Allez. À bientôt. À bientôt.